Le Qatar organise un sommet de dirigeants arabes et musulmans en riposte à l'attaque israélienne sur Doha de la semaine dernière. 70 pays ont répondu à son invitation. De son côté, depuis Israël, où il est en visite officielle, le secrétaire d'État américain Marco Rubio affirme que ces frappes sur le Qatar, qui ont compliqué, on le sait, les relations avec Washington, ne changent pas le soutien américain à l'État hébreu. Et c'est au Qatar que nous allons poser nos valises jusqu'à 10h45 pour s'interroger avec mes invités sur la réponse que peut être celle de ces 70 pays aux dernières frappes israéliennes, mais plus largement sur la position qui est la leur après presque 2 ans d'offensive à Gaza, des pays arabo-musulmans divisés que l'on a vu plus que frileux à s'engager plus en avant pour la cause palestinienne. Comment l'expliquer? Est-ce que ce sommet de Doha peut changer la donne? C'est Parlons-en aujourd'hui avec Bertrand Besancenot et Armin Arefi. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Bertrand Besancenot. Bienvenue sur ce plateau, diplomate, ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite. Vous êtes donc l'une des personnes les plus qualifiées pour aborder ce sujet. En face de vous, non moins, pas moins qualifié, Armin Arefi. Bonjour, grand reporter au Point, spécialiste du Moyen-Orient. Sauf erreur de ma part, on n'a jamais vu depuis octobre 2023 une réaction aussi rapide et aussi visuelle des pays que l'on va qualifier de pays arabes, même si le terme est un peu raccourci, qui se réunissent donc en sommet à Doha ce lundi à l'invitation du Premier ministre qatari pour tenter de trouver une réponse commune à l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas. C'était la semaine dernière, donc en début de semaine dernière à Doha. Israël a mené des frappes donc ciblant des responsables du Hamas dans la capitale. 5 membres du Hamas ont été tués, un membre des forces de sécurité qatari. L'idée, c'est aussi peut-être de retrouver une unité mise à mal par 2 ans de guerre à Gaza. Avant d'en parler ensemble, le récap en images de Marc Pope. 28 juillet 2025, 1 an et demi après le 7 octobre 2023, 17 pays arabes signent la déclaration de New York sous l'égide de la France et de l'Arabie Saoudite. Pour la première fois, tous appellent le Hamas à déposer les armes et surtout, ils condamnent ouvertement l'attaque du Hamas contre Israël. Les pays de la région, du Proche et du Moyen-Orient, pour la première fois, condamnent le Hamas, condamnent le 7 octobre, appellent au désarmement du Hamas, appellent à son exclusion de toute forme de participation à la gouvernance de la Palestine et expriment de manière claire leur intention d'avoir à l'avenir des relations normalisées avec Israël. Jusqu'alors, tous étaient restés très silencieux sur la question, alors qu'ils n'avaient pas hésité à critiquer la réponse de grande ampleur d'Israël. 2 pays ont notamment appuyé le Hamas, le Liban, à travers le Hezbollah, ainsi que la République islamique d'Iran. Mais pour la plupart, la question est longtemps restée problématique. Les pays du Golfe, tels que Bahreïn ou encore les Émirats arabes unis, se sont inscrits dans un processus de normalisation de leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham signés en octobre 2020. Ils se sont ainsi retrouvés tiraillés entre leur engagement politique et la pression de leur population pro-palestinienne. De son côté, l'Arabie saoudite a suspendu son rapprochement avec l'État hébreu, quand d'autres sont restés plus ambivalents. L'Égypte et le Qatar se sont ainsi positionnés comme médiateurs du conflit, continuant à parler avec les 2 camps, Doha abritant notamment de hauts cadres du Hamas. Enfin, plusieurs pays ont également participé à la défense d'Israël. Directement, dans le cas de la Jordanie, Amman a intercepté 20% des missiles lancés par Téhéran vers Israël. Ou encore, indirectement, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont fourni des renseignements stratégiques aux États-Unis, contribuant ainsi à préserver le territoire israélien. Voilà, résumé en images quelques-uns des éléments de ces derniers mois. Pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui à Doha, il faut d'abord s'arrêter sur le qui est là. Et pourquoi Bertrand Besancenot? Qu'est-ce qu'il lit dans cette affaire? Le saoudien, MBS, sa présence, je crois, n'est pas tout à fait confirmée à l'heure où l'on se parle, à l'Iranien, à Pezeshkian ou éventuellement au président turc. Oui, écoutez, il y a eu une réunion préparatoire hier. Aujourd'hui, il va y avoir quand même toute une série de dirigeants. Je ne sais pas s'ils seront tous là. En tout cas, le message est très clair, si vous voulez. Le Qatar, qui est un pays pro-occidental, qui par ailleurs était en charge de la négociation proprement dite, et au moment où il y avait une négociation en cours sur la proposition américaine, eh bien, c'est la première fois que les Israéliens frappent un pays du Golfe. Donc la réaction est tout à fait compréhensible.
vous avez raison de dire que jusqu'à présent, certains pouvaient s'interroger sur le manque de réaction des pays arabes d'une façon générale, mais cette fois-ci, visant directement le pays qui abrite la négociation et qui fait tout pour essayer de libérer les otages, c'est un message apparemment clair de la part de M. Netanyahou qui ne veut plus négocier. Bon, quand on ajoute à ça le fait que l'implication des États-Unis dans l'opération est discutée, en tout cas il n'y a pas eu d'objection de leur part, ceci amène naturellement les pays du Golfe, mais pas que, à se poser quelques questions. La première, c'est que peut-on faire face à l'intransigeance de M. Netanyahou sur la question palestinienne et sur ce qui apparaît quand même de plus en plus comme une espèce d'hégémonie israélienne dans la région, en tout cas de volonté d'hégémonie dans la région, qui naturellement inquiète tous ces pays. Et la deuxième inquiétude, elle porte naturellement sur les engagements pris par le président Trump, qui, lors du sommet, enfin pas du sommet, enfin aussi, c'est une visite fin mai, mi-mai, pardon, qu'il a fait dans le Golfe, avait visiblement donné le signal d'une volonté réciproque de restaurer ce qu'on appelle la relation stratégique entre les États-Unis et les pays du Golfe. Aujourd'hui, face à ce qui vient de se passer, c'est-à-dire l'absence de réaction ou même la complicité des États-Unis, il est tout à fait naturel qu'il y ait une réaction forte, non seulement du Qatar, mais de l'ensemble des pays. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment peut-on réagir? Mais on va y venir. Ouais, on va y venir, bien sûr, là-dessus. Armin, alors vous disiez pas d'objection américaine. Le summum de la réaction américaine a été Donald Trump ayant dit ces derniers jours qu'il n'était pas ravi, je cite, des frappes israéliennes sur le Qatar. Le Qatar ayant, Armin, évoqué le fait précisément de remettre en cause son rôle de médiateur suite à ces frappes. Oui, ils ont évoqué cette possibilité avant de revenir sur leurs propos en insistant sur le fait qu'ils continueraient à jouer un rôle de médiation parce que jouer un rôle de médiation, c'est rester central pour ce minuscule pays gazier qui n'a pas plus de 3 millions d'habitants, dont 10% uniquement de nationaux qatariens. Mais c'est un pays justement qui, par cette médiation, joue aussi un rôle influent et même indispensable sur la scène moyen-orientale, voire internationale. Maintenant, aujourd'hui, on a un pays, le Qatar, qui est ébranlé, comme le dit monsieur l'ambassadeur. C'est la première fois qu'un pays du Golfe est frappé de son histoire, est frappé par Israël. Ce qui est étonnant, c'est que ces pays du Golfe, de par leur large réserve en hydrocarbures, sont censés, et leurs accords sécuritaires sont censés être protégés par les États-Unis d'Amérique, leur principal allié. Or, c'est la deuxième fois en 6 ans qu'un pays du Golfe est, d'une certaine manière, trahi par les États-Unis. Souvenons-nous quand même des attaques officiellement yéménites des rebelles Houthis, mais en fait de l'Iran contre le complexe pétrolier saoudien d'Abqaiq en 2019. À l'époque, Donald Trump, déjà en poste, n'avait pas riposté, que ce soit contre les Houthis ou contre la République islamique d'Iran, le véritable commanditaire. Cette fois, à nouveau, les Américains qui ont quand même leur commandement central intégré leur plus grande base de la région au Qatar, savaient très bien que des avions israéliens les ont détectés au radar, qu'ils arrivaient et s'apprêtaient à frapper le Qatar et n'ont rien fait. Donc, soit Donald Trump s'est fait manipuler par Benyamin Netanyahou, soit, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, soit il est complice. Je ne sais pas, on a vu, c'est la deuxième fois, ça aussi c'est intéressant, en à peu près 3 mois que les Américains trahissent leurs paroles. Ils négociaient il y a 3 ans avec la République islamique d'Iran un nouvel accord sur le nucléaire iranien, et pendant ces négociations, alors que les deux interlocuteurs devaient se retrouver, Israël a frappé les sites nucléaires iraniens. Cette fois, c'est en pleine négociation entre le Hamas, les émissaires américains, qatariens et égyptiens, pour ensuite en discuter donc indirectement avec les Israéliens. Il y avait une proposition Trump sur la table. À nouveau, le pays hôte de ces pourparlers est frappé par Israël. Donc clairement, on a un allié américain qui n'est pas fiable, et aujourd'hui c'est ça la principale crainte, c'est 50 ans de sécurité américaine remise en cause par ces frappes israéliennes sur les pays du Golfe, et de l'autre bien sûr l'hégémonie aujourd'hui militaire d'Israël, de Netanyahou, qui frappe où il le souhaite dans la région. Pas moins de 6 pays ont été frappés par Israël en réaction au massacre du Hamas du 7 octobre. Le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Iran et 2 territoires, donc 4 pays et 2 territoires, à savoir la bande de Gaza, mais également la Cisjordanie, où les opérations militaires israéliennes se poursuivent.
Sur l'explication, Bertrand Besancenot, du pourquoi Donald Trump a réagi de façon très timorée à ces frappes israéliennes, trahison, complicité, évoquée Armin, vous penchez pourquoi? Il est clair que de toute façon, il était... Manipulation, pardon. Oui, il était prévenu. Simplement, à quel moment est-ce qu'il était prévenu? Ça... Personne ne le sait, et il y a un discours qui n'est pas parfaitement lisse sur le sujet. Ce qu'on peut craindre, c'est qu'effectivement, le président Trump, qui s'est fait manipuler par le président Poutine, se fait manipuler également par M. Netanyahou. Donc, si vous voulez, on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, la politique américaine, pour le moins, manque de lisibilité. Or, pour les pays de la région, comme ceci vient d'être dit, eh bien, ce qui compte, c'est justement d'avoir un minimum de confiance envers celui qui est le protecteur et qui a réaffirmé, je me rappelle très bien à Doha, lorsqu'il a réaffirmé publiquement que tous les pays de la région pouvaient compter sur un appui éternel des États-Unis. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 2 mois. Oui, exact. Mais donc, effectivement, c'est quand même un peu paradoxal. Donc, que les gens de la région se posent la question du sérieux, ou en tout cas de la fiabilité de des engagements du président Trump, c'est tout à fait naturel. Sachant qu'il n'a échappé à personne que, donc, je le disais tout à l'heure dans les titres, au même moment, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est en Israël, où il a redit, en dépit des critiques américaines faites après ces frappes israéliennes, car il y en a eu, le soutien indéfectible des États-Unis à Israël. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, et dans une tentative pédagogique pour ceux qui nous regardent, ce qui est singulier, Armin et Marc Pope le disaient dans son reportage, c'est que depuis 2 ans que dure la guerre, l'offensive israélienne à Gaza, les gouvernements arabo-musulmans dans leur ensemble, pas que les pays du Golfe, demeurent relativement timorés face à ce qui se joue à Gaza. Pas d'initiative diplomatique majeure. Alors on reviendra sur ce qui s'est passé cet été, qui était quand même important, mais à part ça, pas grand-chose. Pas de rupture de relations diplomatiques quand il y en a. Pas de sanctions. Comment l'expliquer ? Alors, tout dépend de ce que vous attendez des pétromonarchies du Golfe qui sont alliées des États-Unis et dont certaines, aujourd'hui, ont reconnu Israël à la faveur des accords d'Abraham. Lorsque l'on leur pose la question, par exemple, aux Émiriens, qui ont reconnu Israël, ils n'ont pas fait la paix parce qu'ils n'étaient pas en guerre, mais à la faveur des accords d'Abraham, ils nous répondent que déjà, c'est faux, que c'est le pays, par exemple les Émirats arabes unis, qui a versé le plus d'argent d'aide humanitaire aux Palestiniens, pas moins de 800 millions de dollars qui ont été versés par les Émiriens pour venir en aide à la population gazaoui et en soigner certains blessés dans leur pays. Et de l'autre, ils nous répondent que leur relation avec Israël est stratégique. C'est-à-dire que pour eux, ce sont des pays qui brillent par leur stabilité, par leur business, et du coup, cette alliance économico-commercialo-militaire née des accords d'Abraham avec Israël est capitale. Est-ce que, quand vous me posez cette question, est-ce que vous vous attendez à ce que l'on revive ce qui s'est passé il y a à peu près 50 ans, à savoir un choc pétrolier à l'époque, en 73, pour protester après le déclenchement de la guerre du Kippour, pour peser sur la fin des combats, le roi Faisal, si je ne m'abuse, avait fait pression et avait décrété un embargo pétrolier sur les pays occidentaux qui soutenaient Israël, et ça avait favorisé l'établissement d'un cessez-le-feu. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette configuration parce que aujourd'hui, en tout cas à mon sens, les pays du Golfe ne sont pas des soutiens indéfectibles de la cause palestinienne. Ce qui arrive aujourd'hui, Qatar peut-être mis à part, c'est que beaucoup de pays du Golfe ne sont pas mécontents de l'affaiblissement militaire du Hamas, qu'ils considèrent comme un ennemi, étant d'une certaine manière la branche palestinienne des frères musulmans, une organisation honnie par ces pays. Donc, s'il s'agit justement de lancer l'arme du pétrole pour mettre fin au bain de sang, on n'y est pas, ce n'est pas l'intérêt stratégique de ces pays. S'il s'agit de verser de l'aide humanitaire, ils le font. S'il s'agit, comme pour le Qatar, de faire de bons offices justement pour favoriser l'établissement d'un cessez-le-feu avec des négociations. Pas oublier que le Qatar accueille le bureau politique du Hamas, mais également à plusieurs reprises des responsables israéliens du Mossad. Donc ils ont joué leur carte. Et puis, dernière chose, l'Arabie Saoudite, par exemple, a soutenu le Qatar, les Émirats arabes unis ont soutenu le seul plan aujourd'hui sur la table, en tout cas le plan raisonnable qui est le plan
arabe en mai dernier, qui a été notamment concocté par l'Égypte, et qu'il y a une position, un plan politique, une solution politique sur la table. Et bien sûr, donc ils ont fait le job, c'est ça que vous voulez dire? Donc je dirais pas qu'ils ont fait le job, mais on ne peut pas, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses en 2025, et vu le rapprochement en cours, quoi qu'on en dise, avant même le 7 octobre, entre les pays du Golfe et Israël, pour favoriser une protection ad vitam aeternam du grand parrain américain, qui est également lié à Israël, mais également combattre contre l'ennemi commun qui est la République islamique d'Iran, je ne pense pas qu'on pouvait s'attendre à autre chose. Bertrand Besancenot. Oui. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que Armin vient de dire. J'ajouterai simplement 2 choses. Les pays du Golfe savent très bien qu'en matière de sécurité, ils ont encore besoin, et sans doute pour une longue période, de la protection américaine. Ils savent très bien que si un jour il y avait vraiment un conflit dans la région, ce n'est naturellement ni la Russie, ni la Chine, ni même les Européens qui viendraient à leur secours. Ils savent qu'en termes de moyens militaires, les États-Unis sont la seule véritable puissance militaire dans la région. Et donc, puisqu'ils sont quand même liés par des accords de sécurité ou de défense suivant les cas, eh bien, ils savent que, in fine, ils doivent quand même continuer à pouvoir compter sur la protection américaine. Donc ça écrase toute velléité de voix trop forte. Même s'ils hésitent, non, ça n'écrase pas, mais disons que c'est une préoccupation qui reste. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'ils savent parfaitement qu'aujourd'hui, si pour obtenir une stabilisation du Moyen-Orient, il faut régler la question palestinienne, ils savent parfaitement que la seule personne qui soit capable de faire pression sur Israël, c'est naturellement les États-Unis, et en l'occurrence le président Trump. Alors, ils savent très bien quel est le soutien de Trump à Israël. Ils savent aussi que Trump peut parfois se fâcher ou avoir des désaccords. Et ils savent aussi que le président Trump veut absolument, enfin rêve en tout cas, d'obtenir le prix Nobel de la paix. Il a très envie de réaliser les contrats qu'il a annoncés lorsqu'il est passé en mai dans le Golfe. Et donc, il est obligé d'une façon ou d'une autre de tenir compte quand même de l'avis des pays du Golfe. Or, ceux-ci savent donc qu'ils ont une carte et ils savent que le seul qui puisse, in fine, faire une pression sur Israël, ça reste quand même le président. Sauf que manifestement, l'argent ne suffit pas, c'est le constat aujourd'hui. Plus de 1200 milliards de dollars de contrats annoncés en mai 2025 à Doha. Ça n'a visiblement pas suffi à ce que les Américains prennent le soin de prévenir leurs alliés qataris de l'imminence de l'attaque. D'après en tout cas les autorités qatariennes, c'est 10 minutes après les premières frappes, une dizaine de frappes contre Doha, qu'ils ont été prévenus. D'ailleurs, pardon, je rappelle pour ceux qui ont perdu le fil que les frappes israéliennes visaient les intérêts du Hamas au Qatar et non pas les intérêts qataris, même si... Dans une zone quand même résidentielle extrêmement connue. Et c'est là encore une fois la première fois depuis sachant qu'il y a quand même un Qatari qui a été tué dans la frappe. Non, simplement sur l'aspect des engagements financiers, le président Trump a annoncé des chiffres mirifiques sur les contrats. Bon, la réalité naturellement n'est pas tout à fait celle-là. Et on le sait, on l'avait déjà vu une première fois lorsque, en 2017, il avait annoncé des contrats extraordinaires avec l'Arabie Saoudite, dont on ne sait pas très bien. Je crois qu'il y a moins du quart qui a été réellement réalisé. Et aujourd'hui, si vous voulez, on sait très bien que l'Arabie Saoudite, qui a naturellement des moyens financiers très importants, mais a aussi des contraintes budgétaires. D'autre part, on sait très bien que la plupart des contrats annoncés sont surtout des lettres d'intention ou des MOU. Ne sont pas des contrats véritables. Donc, si vous voulez, on peut avoir en tête aussi que les pays du Golfe, qui ont l'habitude justement des relations transactionnelles, eh bien, feront jouer dans la balance le fait justement de réaliser ces contrats. Donc pour le moment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait à la fois un gel des accords d'Abraham et d'une façon ou d'une autre un retard dans la réalisation des contrats annoncés. Bertrand Besancenot, sur l'hypothèse évoquée par Armin Arefi tout à l'heure que la plupart des États de la région, peut-être à l'exception du Qatar qui héberge donc le bureau politique du Hamas depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, ne sont pas nécessairement mécontents que le Hamas soit plus que fragilisé. Ça peut être une explication à leur frilosité à aller plus loin
loin sur les engagements diplomatiques. Non, mais Armin a raison de rappeler que à la fois ces pays ne sont pas mécontents de l'affaiblissement de l'influence iranienne dans la région, et de même, ils se méfient, sauf peut-être le Qatar, effectivement, des frères musulmans et du Hamas. Et donc, effectivement, ça ne les fait pas pleurer de savoir que le Hamas a subi finalement beaucoup de pertes. Alors maintenant, en même temps, quand vous regardez la position telle qu'elle a été annoncée, eh bien, et dans le plan qui a été annoncé, dans la déclaration également sur la solution à 2 États qui a été adoptée à Paris en juillet, il est très clair que tous ces pays disent clairement qu'ils ne veulent pas du Hamas dans ce que sera la future autorité palestinienne, donc y compris le Qatar. Donc ce qui signifie qu'il y a quand même dans cette affaire-là, les pays du Golfe ont une position qui est celle dans le plan arabe et qui effectivement exclut le Hamas comme puissance dans la future autorité palestinienne, c'est clair. Un mot avant de revenir sur les éventuelles solutions, ou en tout cas réponses qui pourraient sortir de ce sommet. Des gouvernements timorés, Armin, on l'a dit, à la différence quand même notable de leurs opinions publiques. Quelques exemples. En Algérie, les manifestations sont interdites. En Égypte, la place Tahrir est interdite à tout rassemblement. En Jordanie, manifestation extrêmement encadrée aussi suite au 7 octobre. En Arabie Saoudite, là, tout soutien aux Palestiniens est interdit. On sent quand même des pays, chacun avec leur agenda, qui craignent aussi que ces manifestations pro-palestiniennes puissent emmener quelque chose de plus large qui pourrait venir fragiliser leurs autorités respectives. Oui, bien évidemment. Alors, beaucoup des pays que vous citez, par exemple l'Égypte, interdit de toute façon toutes sortes de manifestations. D'ailleurs, les Égyptiens n'ont pas manqué d'arrêter de nombreux militants qui venaient d'autres pays arabes, comme d'Algérie et de Tunisie, qui souhaitaient, officiellement en tout cas, réouvrir le blocus de Gaza et laisser passer l'aide humanitaire. Bien évidemment que de tout temps, les opinions publiques dans de nombreux pays arabes étaient extrêmement favorables à la cause palestinienne. Aujourd'hui, un grand nombre de populations sont horrifiées par ce qu'elles voient, ce que beaucoup d'entre elles considèrent comme un génocide, d'ailleurs au même titre que beaucoup d'ONG internationales et d'entités liées à l'ONU. Et donc, bien évidemment... Donc, qui a été employé par le prince héritier saoudien, le mot génocide. Bien évidemment, et qui ne date pas d'hier. Il l'a fait extrêmement tôt. C'est au même titre, d'ailleurs, je crois, que les autorités qataries, si je ne m'abuse. Maintenant, effectivement, le risque, c'est un risque sécuritaire. Effectivement, ces pays qui sont quand même, pour beaucoup d'entre eux, des pays autoritaires, pour certains d'entre eux des dictatures, doivent faire extrêmement attention à la sensibilité de leur opinion publique, de peur qu'elle se retourne contre elle. Maintenant, ce risque, je pense qu'il est beaucoup plus important dans les pays comme l'Égypte, comme la Jordanie, où une grande partie de la population est d'origine palestinienne, où ont été autorisés, tolérés pendant extrêmement longtemps l'organisation, en tout cas la branche locale des frères musulmans, avant qu'elle ne soit interdite après des attentats il y a maintenant quelques mois. Donc à la différence quand même de pays du Golfe où on va dire le poids de l'opinion publique est moins important, parce que par exemple aux Émirats Arabes Unis ou au Qatar, c'est 10% de la population. Donc il y a la volonté de ménager la chèvre et le chou. Il y a par rapport... Vous posiez tout à l'heure la question de l'opinion publique globale arabe. Effectivement, les pays du Golfe sont vus aujourd'hui comme des traîtres. Ils sont vus justement comme des pays qui autorisent et qui n'utilisent pas ce qu'ils ont fait il y a 50 ans, à savoir utiliser l'arme du pétrole pour mettre fin à ce bain de sang. Le problème, c'est que ces pays-là sont partagés par leurs intérêts stratégiques, qui sont des intérêts de stabilité, qui sont des intérêts économiques et sécuritaires, y compris avec Israël. Et le fait aussi, il faut le dire, qu'ils n'ont pas de levier de pression par rapport au jusqu'au-boutisme de Benjamin Netanyahou et du gouvernement israélien. La seule personne l'ayant, c'est Donald Trump. Et visiblement, sur cette question-là, il ne semble pas aujourd'hui prêt à bouger le petit doigt, en dépit de déclarations parfois contradictoires. Mais son plan, il est clair. Et le plan Trump, le plan de la Riviera, il passe par l'expulsion, soi-disant volontaire, mais en fait l'expulsion de gré ou de force de la population. Mais qui ferait peser, d'ailleurs, on y reviendra, le poids sur ces mêmes pays de la région. Maintenant, pour revenir sur le précédent qu'ont été les frappes de la semaine dernière, sur le précédent qui est cette réunion de Doha aujourd'hui organisée en urgence. Quelle peut être la réponse ? Elle n'est pas militaire, j'imagine. Quelle peut-elle être ?
Alors, on l'a déjà un peu évoqué. Bon, il y a déjà eu certaines choses qui ont été faites. Vous avez eu quand même Conseil de sécurité, un vote qui, pour la première fois, est passé sans veto américain, même si on ne citait pas nommément Israël, mais qui condamne l'attaque par Israël au Qatar. Vous avez eu également le vote en Assemblée générale massif en faveur justement de la solution à 2 États, qui montre très clairement, enfin ces deux choses, déjà l'isolement diplomatique d'Israël. Alors maintenant, quelles sont les mesures envisageables? Alors on a parlé effectivement de la possibilité de dénoncer les accords d'Abraham. Alors là, personnellement, je suis un peu dubitatif. D'abord parce que dénoncer les accords d'Abraham, et je pense notamment aux Émiriens, ça serait signifier quand même, d'une façon ou d'une autre, ça serait un véritable geste de défiance à l'égard du président Trump, et je ne crois pas que les autorités d'Abu Dhabi aient l'intention de défier le président Trump. Donc je pense qu'ils n'iront pas jusque-là. Ce qui ne veut pas dire que, naturellement, il n'y ait pas de facto un gel et une non-extension des accords d'Abraham tant qu'il n'y a pas une solution à la crise de Gaza. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est en tout cas une première mesure alors je ne sais pas si elle sera annoncée, mais qui me paraît claire, c'est le gel, effectivement, des accords d'Abraham. La deuxième, on a parlé des contrats. Bon, je l'ai dit, si vous voulez, quand même très souvent, il s'agit surtout les contrats annoncés lors de la visite du président Trump dans le Golfe. Ce sont essentiellement quand même des lettres d'intention, des MOU et pas des vrais contrats. Donc je pense qu'étant donné également les cours du brut qui sont bas actuellement dans le monde, eh bien, il faut s'attendre à ce que ces contrats soient en tout cas retardés dans tous les cas de figure. Bon. Troisième possibilité, vous avez vu, les Qataris ont demandé à ce qu'on punisse Israël. Bon, alors punir Israël, ça veut dire quoi? Ça signifie, en tout cas, pour par exemple des pays européens qui envisagent suspendre par exemple l'accord de coopération entre l'UE et Israël, où ça signifie des mesures qui puissent être prises à l'égard des ministres ou des colons en Cisjordanie qui montrent leur violence à l'égard de la population palestinienne. Donc vous avez ces différents éléments. Alors, le plus important, peut-être, c'est qu'il y aura de nouveau le rappel que la position unifiée des pays arabes et des pays islamiques, c'est naturellement l'initiative arabe de paix de 2002, c'est-à-dire effectivement une reconnaissance mais conditionnée et qui a été réitérée notamment par le prince héritier saoudien, c'est-à-dire il n'y aura pas de reconnaissance par l'Arabie saoudite d'Israël s'il n'y a pas, en tout cas au minimum, un processus contraignant menant à la création d'un État palestinien. Donc, si vous voulez, c'est la seule véritable carotte, si je puis dire, que les pays arabes peuvent présenter au président Trump, qui, encore une fois, veut un prix Nobel de la paix et, d'autre part, veut des contrats. Eh bien, c'est la clé qu'ont les pays du Golfe à l'égard du président Trump. On peut quand même s'interroger sur la possibilité de parler d'une seule voix quand on a réuni au même sommet des Saoudiens, des Qataris, des Égyptiens et des Iraniens. On va écouter ce que disait il y a quelques heures le président iranien, Pezeshkian. Il est nécessaire de prendre ensemble une série de mesures concrètes si nous parvenons à être unis, qui puissent être mises en œuvre dans les domaines économiques, culturels, sociaux et de communication. Il est possible que les pays musulmans rompent leurs liens avec ce régime factice et qu'ils préservent autant que possible leur unité et leur cohésion. Voilà, je me fais l'écho de questions que l'on peut lire de ci, de là. Armin Arefi, qu'est-ce qu'un Iranien, un Saoudien, un Égyptien peuvent se mettre d'accord sur une ligne commune vis-à-vis de la situation à Gaza ? Ils se sont mis d'accord sur la condamnation. Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? Non. Chaque pays joue sa partition. La condamnation des attentats. La condamnation justement des attentats. Les attentats du Qatar. L'attaque contre le Qatar. Ce n'est pas étonnant que les Qatariens aient réussi. Ce qui est très intéressant, c'est que le premier dirigeant étranger à s'être rendu au chevet de l'émir Tamim Al-Thani, c'est le président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed, alors que ce
même pays, les Émirats Arabes Unis, avait quand même prononcé un blocus, un embargo contre le Qatar. Donc ils ont mis de côté leurs divergences politiques parce qu'ils savent aujourd'hui que la menace est contre le Golfe dans son entièreté, et c'est aujourd'hui la protection américaine qui est remise en cause. Maintenant, c'est une nécessité de montrer un front commun, comme cela a été fait au Conseil de sécurité de l'ONU. Malheureusement, après ça, la marge de manœuvre reste extrêmement limitée. D'après les premières ébauches d'accords qu'a révélé l'agence de presse Reuters, on parlerait d'un risque pour la continuation des accords d'Abraham, mais ceux-ci ne seront, je ne pense même pas, suspendus. En tout cas, officiellement, le mot suspendu n'est pas utilisé. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, les pays arabes du Golfe sont pris au piège de leur engagement depuis maintenant des décennies contrat contre protection américaine, et ils auront toutes les plus grandes difficultés à s'en sortir. Ils sont pris au piège justement du fait que leur sécurité, malgré tout, même si elle n'a pas été défendue par les États-Unis aujourd'hui, elle reste totalement, entièrement, quasi dépendante de la puissance américaine. Et de fait, ils vont œuvrer à tenter de contribuer à l'isolement en cours d'Israël, notamment en soutenant ce qu'ils ont déjà fait, l'initiative saoudo-française pour la reconnaissance d'un État palestinien, pousser pour que des sanctions soient prises au niveau européen, sauf qu'on n'y est pas du tout encore arrivé à ce point-là. Oui, pour l'instant, il s'agissait d'un discours d'Ursula von der Leyen la semaine dernière à Strasbourg. Il faut une unanimité pour remettre en cause l'accord d'association, et ce n'est pas le cas, même si, de l'autre côté, beaucoup de pays européens n'ont pas décidé de sanctions nationales unilatérales contre Israël. Donc, d'une certaine manière, les pays du Golfe ne peuvent pas faire davantage, montrer une unité de façade. Mais voilà, vous me parliez aujourd'hui par exemple de l'Iran. L'Iran, bien sûr, a beau jeu de venir condamner Israël, mais l'Iran est lui-même extrêmement isolé par rapport à ses alliés et ses voisins après la guerre, d'ailleurs, qui pourrait reprendre contre Israël. On a la Turquie qui est un grand allié des États-Unis, dont le président Erdogan a de bonnes relations avec le président Trump, qui a décidé de suspendre ses relations diplomatiques et économiques avec Israël, mais non pas de les rompre. Donc chacun a, et on a l'Égypte qui est dans une situation sécuritaire et politique extrêmement délicate en raison de la possible expulsion des populations palestiniennes qui déstabiliserait considérablement le pouvoir égyptien, qui aujourd'hui dans une situation politique et économique catastrophique. Donc ces pays ont des intérêts divergents, ils sont là auprès de l'allié du grand allié qatari, mais derrière, je ne vois pas, en tout cas sur le court terme, de mesures fortes qui puissent être prises contre Israël pour dissuader Benjamin Netanyahou de mettre fin à son escalade militaire dans différents pays de la région. Oui, sachant ce qu'ont montré ce qu'ont montré les frappes au Qatar, c'est que techniquement, personne n'est vraiment à l'abri dans la région, Bertrand Besancenot. Non, des mesures fortes immédiates, je suis d'accord. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elles soient décidées à l'unanimité par cette réunion à Doha. Simplement, il peut y avoir certaines choses. Vous avez donc, ça a été évoqué, la conférence le 22 septembre à New York. Eh bien, c'est vrai que... La conférence franco-saoudienne... Franco-saoudienne sur la solution à deux États, pardon, oui. Et donc, effectivement, là, jusqu'à présent, les États-Unis, comme Israël, avaient essayé de la torpiller. Bon, là, effectivement, je pense que les États-Unis seront plus discrets là-dedans. Alors, ils ne pourront pas, naturellement, ils ne s'associeront certainement pas, mais en revanche, la campagne qu'ils avaient commencé à mener pour essayer de torpiller dans toutes les capitales, pour dire n'y allez pas, etc., je pense qu'ils vont être obligés d'arrêter cette campagne-là, parce que pour une raison très simple, c'est que l'élan de rapprochement avec les pays du Golfe lors de la visite du mois de mai à Riyad du président Trump, aujourd'hui cet élan est cassé. Ça ne met pas naturellement en cause la relation stratégique, on l'a dit, entre les pays du Golfe et les États-Unis, mais ça signifie, si vous voulez, que les États du Golfe, qui aujourd'hui pratiquent une politique du pluri-alignement, qui pensent naturellement pour certains d'entre eux rallier les BRICS, enfin on le sait, c'est déjà fait pour les Émirats Arabes Unis, qui font partie du groupe de Shanghai maintenant comme observateur, mais c'est un signe. Et donc il faut s'attendre à ce que les Chinois naturellement en profitent pour aujourd'hui, j'imagine, faire des propositions pour essayer de se placer sur la question du dossier israélo-palestinien. Alors c'est en tout cas
une menace qui peut impressionner les Américains, parce que leur priorité, c'est naturellement tout faire pour éviter l'émergence chinoise, y compris sur le plan diplomatique. Là, je pense que les pays du Golfe ont également une carte à jouer en disant, écoutez, si vous ne nous aidez pas sur cette question-là, eh bien, vous savez, nous continuerons à nous rapprocher de la Chine. Alors, je ne sais pas si c'est une mesure qui en elle-même est très, très convaincante, mais en tout cas, ça touche une véritable préoccupation américaine. Donc, je pense que cette carte-là sera jouée. La Chine avait servi d'intermédiaire, notamment à la reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais comme vous l'avez dit, la Chine, aujourd'hui, ni la Chine ni la Russie n'est en mesure de remplacer l'allié militaire, la grande puissance militaire américaine pour les pays du Golfe. Ce qui pourrait également arriver, et ce qui est, je pense, déjà acquis aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas d'Arabie Saoudite qui rejoindrait les accords d'Abraham. En raison de la situation à Gaza, l'État aujourd'hui palestinien, le gouvernement Netanyahou n'y va pas, fait tout justement pour qu'on n'y accède pas, et sur le terrain, c'est d'ailleurs une chimère. Et donc, clairement, ce qui est arrivé aujourd'hui, je pense, a mis fin à l'élargissement au niveau des pays du Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite que le Qatar, aux accords d'Abraham, même si d'ailleurs... Pour l'instant, le processus d'adhésion, pour l'instant, techniquement, est suspendu, mais pas rompu, c'est ça? Oui, effectivement. Maintenant, il faut aussi rappeler que Netanyahou, il le dit pour sa scène politique intérieure, vouloir traquer les dirigeants du Hamas où qu'ils se trouvent, mais c'est quand même avec l'accord des États-Unis et même d'Israël que Doha accueillait maintenant depuis 13 ans le bureau politique du Hamas. Le Hamas était en train d'étudier une nouvelle proposition de Donald Trump qui, pour la première fois, évoquait la libération de tous les otages israéliens en une seule phase contre des centaines de prisonniers palestiniens. Et on voit clairement qu'il y a eu une volonté de Benjamin Netanyahou de torpiller cette réunion. D'ailleurs, le Washington Post vient de révéler ce matin que Benjamin Netanyahou avait demandé au Mossad, aux agents du Mossad, de liquider sur le terrain, au sol, à Doha, l'équipe du Hamas, et que celui-ci, David Barnea, a refusé, ce qui l'a amené à prendre cette initiative hautement dangereuse et aléatoire, d'ailleurs, qui n'a pas porté ses fruits, vu que les principaux négociateurs du Hamas sont aujourd'hui toujours en vie. Contrairement à ce qu'Israël disait dans les premières heures de l'attaque. Oui, un dernier mot quand même sur les Européens, parce qu'on les accuse souvent d'être divisés, de ne pas être capables de prendre des initiatives, etc. Là, il faut reconnaître... Vous éloignez un peu du sujet, mais allez-y. Non, non, mais quand même, quand on parle de l'impact de ce qui s'est passé sur, justement, l'attitude des pays du Golfe, je crois qu'il faut quand même le prendre en cause. Alors, on l'a déjà cité, il y a naturellement l'initiative franco-saoudienne qui montre que les Européens sont quand même en première ligne sur le plan diplomatique sur la question. Et il y a un deuxième aspect. On voit bien qu'aujourd'hui, les Européens, face à la politique commerciale du président Trump, sont en train de signer des accords de libre-échange avec la terre entière. Il serait temps que nous en fassions autant avec les pays du Golfe. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes en train de négocier un accord de libre-échange avec les pays du Golfe. Il serait enfin temps que nous saisissions cette opportunité où les pays du Golfe s'interrogent justement sur l'attitude vis-à-vis des États-Unis. Eh bien, c'est l'occasion, c'est absolument le moment où il faudrait le faire. Ambassadeur un jour, ambassadeur toujours. Sur on disait tout à l'heure que les pays arabes avaient fait une partie du job. On l'a évoqué rapidement, revenons-y si vous le voulez bien. Il y a eu donc fin juillet cette déclaration historique quand même. 17 pays arabes qui ont appelé le Hamas, on le rappelait, à déposer les armes. C'était à l'initiative de la France. Et des pays qui condamnaient, évidemment, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, donc Qatar, Égypte, Arabie Saoudite, les attaques d'octobre 2023. Il y a aussi quand même la contre-proposition au plan de Donald Trump pour Gaza. Quelle est-elle et quel degré de réalisme elle a, Armin Arefi, cette contre-proposition? D'après des fuites quand même qui ont été divulguées par le Washington Post, le plan a l'air assez clair. Il s'agit justement de rendre invivable la vie des Gazaouis pour les expulser tout d'abord dans le sud. Le plan arabe pour Gaza. Vous parlez du plan arabe, pardon, excusez-moi. Le plan arabe, alors... Concrètement, les pays arabes se sont mis d'accord pour une reconstruction
de Gaza, à condition que ce soit adossé à un plan politique. Et ce plan politique, ce serait la mise en place d'un gouvernement de technocrates sans militants ou affiliés au Hamas, mais avec des gens au profil davantage technique, plus ou moins liés à l'autorité palestinienne. Et que ce plan permettrait et autoriserait, notamment en cas de désarmement du Hamas, pourquoi pas d'exil de certains dirigeants du Hamas, que les pays du Golfe participent, injectent de l'argent et que Gaza soit reconstruit sans que la population ne soit expulsée. Ce plan serait adossé également à l'initiative dont on a parlé, franco-saoudienne, on va dire, de remise sur pied de l'idée d'un État palestinien, même si celui-ci, sur le terrain, est fortement remis en cause aussi bien par la situation à Gaza que par la poursuite de la colonisation et des exactions des colons en Cisjordanie. Le problème, c'est que donc ce plan est sur la table. Benyamin Netanyahou ne veut pas en entendre parler parce qu'il y a une volonté israélienne de faire pression pour que le Hamas lâche le maximum de concessions, qu'il s'agisse des otages, mais surtout qu'il soit liquidé en tant que mouvement, y compris mouvement politique. Et de l'autre, et c'est ça le problème, le gouvernement Netanyahou ne veut absolument pas entendre d'un État palestinien, car il voit aujourd'hui une occasion unique devant ses yeux, celle de la liquidation de la cause palestinienne. C'est-à-dire que l'expulsion, c'est très très cynique, mais l'expulsion de 2,2 millions de Gazaouis en Égypte, en Jordanie, peut-être dans d'autres pays arabes, ainsi que l'annexion, on s'y rapproche, il y a des discussions, y compris aujourd'hui entre le secrétaire d'État Marco Rubio et Benyamin Netanyahou, donc l'annexion de pans entiers de la Cisjordanie, on parle de la zone C sous contrôle militaire israélien, c'est-à-dire 60% de la Cisjordanie, mettrait fin sur le terrain à toute éventualité un jour d'un État palestinien. Donc c'est ce vers quoi on se dirige et c'est une des raisons pour lesquelles Israël ne veut pas entendre parler ni de cette conférence ni de ce plan. Maintenant, la France, les pays du Golfe sont conscients que c'est leur seule carte, l'unique on va dire initiative qui peut tenter de faire contrepoids à celle de Donald Trump, même si, comme je l'ai dit au début de mon intervention, Donald Trump, ses idées ont l'air assez claires, c'est que à la suite d'un accord Israël, le Hamas dépose les armes, que tous les otages soient relâchés en échange de centaines de prisonniers palestiniens et que ce soit les États-Unis qui prennent le contrôle de la bande de Gaza, sans population qui s'en retrouverait, donc palestiniens qui s'en retrouveraient expulsés, et se fassent dédommager par des tokens, par des bitcoins, et que soit reconstruit cette enclave pour en faire une sorte de Riviera. C'est tout bonnement impossible parce que si, et là on revient aux pays du Golfe, les pays du Golfe donneraient leur aval à cela, ça pourrait entraîner des manifestations dans ces pays et déstabiliser. Si jamais les Gazaouis étaient expulsés en Égypte, il y aurait bien sûr au sein de cette population de réfugiés, même s'ils veulent les garder dans le Sinaï, des membres du Hamas. Et on verrait aujourd'hui la cause palestinienne exportée en Égypte. Aucun pays arabe ne veut voir arriver, au-delà de la question morale, ne veut voir arriver des réfugiés aucun palestiniens. Pays arabe ne veut effectivement recevoir ces Palestiniens pour une raison évidente, c'est que les solutions provisoires, on sait, ne sont jamais provisoires et dures. Bon, l'histoire l'a montré. Et deuxièmement, si vous voulez, il est clair que le plan farfelu du président Trump a été rejeté formellement par l'ensemble des pays arabes qui aujourd'hui ont un autre plan. Il faut ajouter à cela que les Égyptiens font quand même quelque chose de concret actuellement. Ils sont en train de former des centaines de policiers palestiniens proches du Fatah et qui sont censés justement pouvoir assurer, parce qu'il faudra de toute façon une phase de transition pour recréer une autorité à Gaza qui ne soit pas celle du Hamas. Eh bien, voilà au moins un geste concret qui est fait par les Égyptiens. Alors, est-ce que c'est sur financement des pays du Golfe, j'imagine, mais en tout cas, c'est une première étape qui est quand même déjà en cours. Un mot, Bertrand Besancenot, je vous redonne la parole, Armin, mais donc vous avez évoqué bien sûr l'initiative franco-saoudienne la semaine prochaine, qui va arriver conjointement à la reconnaissance annoncée par la France de l'État palestinien. Est-ce que ça peut porter les pays de la région ? En tout cas, si vous voulez, c'est un encouragement qui est très clair vis-à-vis dans ce qui pourrait être une négociation entre Américains et Saoudiens, dont on a déjà parlé. Eh bien, le fait qu'il y ait une véritable dynamique créée avec de plus en plus de pays. Les seuls pays qui jusqu'à présent n'avaient pas réellement reconnu l'État palestinien, c'était les pays européens.
européens. Eh bien, l'initiative française fait qu'il y aura sans doute une majorité de pays européens qui vont reconnaître l'État de Palestine. Eh bien, c'est une façon de renforcer la main du prince Mohammed Ben Salman lorsqu'il y aura une négociation avec Trump sur les conditions, justement, de reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite en échange d'un processus contraignant vers la création d'un État palestinien. Armin ? Oui, encore une. En fait, ce qui est clair au-delà de la rhétorique du gouvernement Netanyahou, l'État palestinien, la solution à 2 États, c'est la seule solution pour dresser un avenir pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens en toute sécurité. Parce que ce qui nous attend dans le sens contraire, c'est quoi? C'est le morcellement, ce qu'on voit déjà à l'œuvre en Cisjordanie, le morcellement du territoire avec création de Bantoustan et l'expulsion, le nettoyage ethnique en cours aujourd'hui à Gaza. Et donc des décennies à nouveau d'attentats, d'attaques. Donc c'est aujourd'hui ce que met sur la table le président Macron avec le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman. C'est un levier de pression intéressant. Ça gêne aux encablures Israël. On le voit quand on voit notamment les lettres du Premier ministre israélien Netanyahou qui lit cette histoire aux questions d'antisémitisme en Europe. C'est complètement scandaleux. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, sur le terrain, on a une armée qui a des directives claires qui, en tout cas pour certaines d'entre elles, sont critiquées au sommet de l'établissement militaire israélien, mais qui sont mises en œuvre, qui est aujourd'hui l'envahissement de la ville de Gaza. On pousse de plus en plus la population israélienne vers le sud de l'enclave et le but final... Gazaoui. J'ai dit, pardon, la population israélienne. Ah pardon, Gazaoui, excusez-moi, vers le sud de l'enclave pour, in fine, la pousser à aller en Égypte. Le jour où cela va arriver, je me pose la question, il y a certes un mur qui a été érigé par les Égyptiens, mais si l'afflux de population est trop important et que l'armée israélienne pousse pour qu'ils partent en Égypte, que pourra faire l'Égypte? Je ne suis pas sûr qu'ils puissent faire autre chose qu'ouvrir leurs portes. Et c'est la région qui sera, je pense, dans son ensemble déstabilisée. Mais je vois mal les pays occidentaux, que ce soit les États-Unis parce que c'est leur plan, ou les Européens qui se contentent de quelques vagues condamnations, pouvoir contrer cet élan américano-israélien. Question posée, on suivra ça et on suivra ce qui se passe du côté de Doha aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Bertrand Besancenot, Armin Arefi. Armin, on vous lit bien sûr dans Le Point. Merci encore, une émission à réécouter en podcast, à revoir en replay. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.